Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, cette semaine, nous allons prendre comme cible la machine BitLab de HackTheBox, parce que on parle souvent de MySQL, et pourtant on a parfois des cibles qui sont sur PostgreSQL. Du coup, je voulais une machine où il y avait un peu de PostgreSQL et qui soit pas trop dur, hein. C'est une machine de niveau moyen, comme on voit ici. Donc, du coup, allons-y, hein. Comme chaque semaine, pour gagner du temps, je vous ai déjà fait le scan Nmap en amont. BitLab. Nmap. Donc là, très simple, on a le port 22 SSH et le port 80 HTTP. Donc allons voir le HTTP. Et le scan Nmap dit aussi qu'il y a un robot.txt avec plein d'entrées dedans. On va voir ça de ce pas. L'adresse IP cible, c'est la 114. Ça rame, c'est curieux, je vois pas trop pourquoi. Ok, on tombe donc sur un formulaire d'authentification GitLab. Bon, GitLab, je vais pas trop préciser. Je sais plus si on a déjà fait des machines dessus, mais en gros, c'est un logiciel libre de Forge, donc basé sur Git, qui propose des fonctionnalités de wiki, système de fichiers de suivi, des bugs, intégration continue, livraison continue. Donc très pratique pour les développeuses, mais par contre ça peut être une cible utilisée par les hackeuses, donc particulièrement sensible quand même. Donc une fois qu'on a vu ça, on peut aller regarder le robot.txt, puisque Nmap nous dit qu'il existe. Et en effet, on a un paquet de répertoires qui n'ont pas à être indexés par un moteur de recherche. Et du coup, je me demande si ça vaut le coup de faire du brute force ou si on a déjà tout ce qui nous intéresse ici. Puisque quand on fait l'énumération, on se rendra compte que ce qui est intéressant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le navigateur, tac. Ce qui est intéressant, c'est le profil ici, qui nous fait tomber donc sur une page où on voit qu'il y a Clave, qui est donc un web développeur. Donc ça nous donne potentiellement un nom d'utilisateur pour se connecter à la cible. Ensuite, d'intéressant, on a le help ici. Alors je vais laisser celui, il tourne encore, donc je vais le laisser tourner. Je sais pas si ça c'est important ou pas. Et le help, il nous donc fait tomber sur un index directory, je sais plus comment on dit en français, un index de répertoire. Et celui-là qui est intéressant, donc on voit que c'est des marque-pages. Et quand on promène sa souris dessus, son curseur dessus, on voit que le dernier marque-page contient du code JavaScript. Donc c'est un peu étrange. Et si on met en grand et qu'on débug un peu ce truc, CTRL-SHIFT-K pour lancer les outils développeurs. Je vais utiliser la petite flèche pour pick an element pour aller directement au bon endroit dans le code source. Et je double-clique pour copier-coller ce JavaScript que je vais coller dans la console JavaScript. Dans un premier temps, je vais uniquement jouer avec la variable qui contient du code obfusqué. Et si je n'ai même pas besoin de la lancer, mais si je clique dessus,
on voit déjà qu'elle contient Clave et son mot de passe. Donc super sale, c'est probablement une méthode utilisée par Clave pour s'authentifier sur GitLab rapidement sans taper son mot de passe, mais c'est pas du tout sécurisé puisque n'importe qui peut récupérer ce mot de passe. Donc je vais le copier-coller, hein. Tac, tac, et je reviens sur, on n'a pas gardé, si sur l'autre navigateur, non même pas, ça je vais la garder, ça je vais la garder, bon je vais faire une nouvelle fenêtre. Et donc on va essayer de s'authentifier avec ce mot de passe de Clave, et on se rend compte que ça marche. Donc nous sommes connectés en tant que Clave. Et on tombe donc sur deux projets, un qui s'appelle Profile, et un qui s'appelle Deployer. Je commence par parler du snippet aussi quand on fait son énumération, hein. Donc pour gagner du temps je la fais pas puisque c'est une machine que j'ai déjà faite, et afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais directement à la bonne solution. Mais vous du coup vous auriez dû prendre un peu plus de temps pour vous promener un peu dans tous les menus, et donc vous auriez vu dans le snippet qu'il y a un snippet PostgreSQL, et comme on le voit c'est intéressant puisque on a un user password de base de données PG pour PostgreSQL. Ok, on met ça de côté, on en aura besoin plus tard. Et on revient sur ce à quoi a accès Clave. Alors donc on a dit qu'il y avait deux projects, donc je vais ouvrir les deux, le profil et le deployer. Donc on va commencer par le profil, et si on clique sur index, on se rend rapidement compte. Puis de toute façon même profil du coup avec l'URL, on se rend compte qu'en fait ça affiche cette page là. Donc on a le code source de cette page là. Et ce qui est aussi intéressant sur ce projet là, c'est que quand on regarde les membres, on voit que Clave a des droits de développeur. Du coup ça implique que Clave peut modifier des fichiers, faire des commits et des merges. Donc merge, je crois qu'en français on dit fusion de branches. Donc c'est l'idée que en gros on va créer, comment expliquer ça rapidement, on va créer une branche à part, on va modifier des choses et après on va merger, donc assembler la branche à part avec le code principal. Et la conséquence c'est que du coup on peut modifier en théorie le code de cette page profil. Donc avant de continuer dans cette voie, on va regarder donc le second projet qui est Deployer. Deployer qui est un projet où il y a uniquement un fichier index.php. Et quand on le regarde, on voit que il prend du PHP en input, il parse le JSON et il regarde en fonction des métadonnées s'il peut faire un git pull automatiquement. Je pense que on n'a pas trop besoin d'aller plus loin sur la partie deployer. Et donc retournons sur profil. Et sur profil, bien, on va donc essayer de, puisqu'on peut modifier le code, on va essayer de le faire pour voir si on a effectivement ces droits. Le plus simple, c'est d'aller ici. Donc ici, je fais plus new branch. On va l'appeler Lisbeth. Et du coup, dans cette new branch, on va modifier index.php
en cliquant sur Edit. Et on va mettre tout à la fin, genre ici, un commentaire. C'est vraiment juste pour voir. On va mettre Salander Rocks. Tuc, tuc, tuc. Et le reste on laisse pareil, commit change. Du coup on a bien notre commentaire ici. Donc je précise qu'à l'heure actuelle, quand on fait CTRL U pour afficher le code source de ce profil, on voit bien que le commentaire n'existe pas, et donc l'idée c'est qu'on va voir si on peut le faire apparaître ici, et si c'est le cas, ça voudra dire qu'on a les droits pour exécuter du code sur la cible du coup. Puisque si on peut modifier le code source PHP, par définition, on peut donc exécuter du code PHP sur la cible. Donc create merge request pour merger la modification qu'on vient de faire. Submit. Tout se passe bien. Merge. Ça a l'air tout bon. CTRL F5. Je ferme celui-là. CTRL U. Je vais à la fin. Et on a bien le commentaire Salander Rocks. Donc c'est bon, on a effectivement les droits pour modifier cette page. Donc, modifions cette page avec un code source un peu plus intéressant qu'un commentaire, c'est-à-dire avec un reverse shell. Donc, allons-y. Je reviens sur... ça, je peux le fermer. Sur le projet, profil. Ici, je fais plus upload file. Ah, il faut peut-être préparer déjà le web shell. Alors, ce qu'on va faire, on va faire nc, je vais même faire rlwrap, nc-nlvp 9876. Donc ça, c'est pour avoir un truc en écoute sur lequel va se connecter notre reverse shell. Et je crois que j'ai déjà préparé un reverse shell ici qui s'appelle salander.php. Yes, il est là. Donc j'ai mis comme port 9876 et j'ai mis cette IP là. Vérifions que c'est bien la bonne IP. 10.10.14.13. 10.10.14.13, notre IP dans le VPN avec Axebox. C'est parfait. Du coup, quand ce code sera exécuté sur le serveur PHP, il va se connecter à notre machine attaquante sur le port 98.76. C'est parfait. Allons-y. Upload file. Donc soit je fais du drag and drop, soit je vais le chercher. Axebox, bitlab, Salander. Upload. La même manip que tout à l'heure, hein, l'idée c'est de merger et puis ensuite d'exécuter. Parfait, ça semble avoir mergé. Je ferme cet onglet puisqu'on n'en aura plus besoin. Ça, je l'enlève. Et donc ça s'appelle salander.php dans profile. Donc normalement, dès que je vais faire entrer, ça va exécuter du code PHP sur notre cible et qui va se connecter à notre machine attaquante en haut à droite. Parfait. Du coup, on se retrouve avec un shell sur la machine attaquée. Un shell avec des droits www.data. Très bien. Première étape qui se passe plutôt bien. Comme souvent, je pense que vous l'avez vu lors de précédentes vidéos Hack-Size ou ailleurs évidemment. Première étape, c'est quand il y a du Python, on fait un import pty, pty.spawn afin d'avoir un tty, enfin un shell un peu mieux, sur notre cible. Parfait. On continue d'avancer. Alors ici, je fais pareil, hein, une phase d'énumération version rapide puisque je sais ce qu'il faut trouver, mais
ça serait un peu plus long pour vous dans un contexte où ça a été un peu plus long pour moi quand j'ai fait la machine sans solution. Bim. Donc là en fait ce qu'il faut trouver, c'est qu'on a en écoute sur la machine du PostgreSQL, le port par défaut du PostgreSQL est le 5432. Donc je parle beaucoup de PostgreSQL mais j'ai pas précisé, hein, c'est donc un système de gestion de bases de données relationnelles et objets qui est libre aussi, hein. Donc il y a plusieurs projets libres en termes de bases de données, le plus connu étant MariaDB associé à MySQL. Et on peut le vérifier aussi en faisant un psaux grep-i postgre. On voit qu'effectivement il y a bien Postgre qui tourne sur la machine. Et ce qui paraît logique puisqu'on avait trouvé un snippet, je rappelle, un snippet qui serait intéressant d'enregistrer. C'était où? C'était sur... Bah je crois que ici. Voilà, il est là. Donc je vais faire télécharger. Et je vais le mettre dans un répertoire www. Et on va l'appeler lisbeth.php. Ok. Donc ce snippet, donc l'idée c'est que comme on a un shell sur la machine, on peut aller donc taper le PostgreSQL sur le port 5432, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque le scan and map ne voyait pas ce port ouvert, puisque ce port est en écoute uniquement sur l'interface localhost, ce service n'est pas en écoute sur l'interface ouverte sur le réseau local. Et du coup, on a envie d'interroger la base de données, voir si ce snippet qu'on a trouvé avec ce login mot de passe fonctionne sur la base de données. Alors comme je l'ai dit il y a 2 minutes, j'ai mis le snippet dans www et je vais faire une modif dessus. Donc on va laisser la connexion, on va laisser le résultat. Je vais juste afficher en gros, pardon, là. Alors je vais l'afficher avec un pgFetchAll. Donc pgFetchAll, c'est en gros, ça récupère toutes les lignes du résultat et ça les met sous forme de tableau. Donc pgFetchAll et je mets en paramètre le résultat. Voilà, ça suffira normalement comme code PHP. Donc je vais dans un endroit sur le shell, sur notre cible où j'ai des droits d'écriture. Donc /tmp en général, on a des droits d'écriture. Et ici, je fais un wget http. Ah oui, je voulais mettre un serveur sur ma machine attaquante. Je mets un serveur http pour pouvoir transférer ce snippet PHP sur la cible. Ça c'est bien. Tac. 10.14.13, comme on voit ici, hein, c'est même mon adresse IP dans le VPN, sur le port 8000, puisque ça en écoute sur le 8000, et je récupère le lisbeth.php. Parfait, nous avons notre lisbeth.php sur le serveur cible, et donc je l'exécute avec un php-f lisbeth.php et on voit que ça fonctionne. Donc le login mot de passe qu'on a trouvé peut se connecter à la base de données et la requête qu'on a trouvée, c'est ça dans le snippet, le select étoile from profiles, nous sort que le profil de Clave a le mot de passe suivant. Donc on voit que ça a du base 64, hein, donc je vous laisse décoder le base 64 si vous souhaitez voir ce que ça veut dire. Mais du coup c'est gagné, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter en SSH en tant que Clave sur cette cible avec ce mot de passe, puisqu'il y a de la réutilisation de mot de passe, c'est-à-dire que le mot de passe de Clave SSH est le même que le mot de passe de son profil au sein de l'application cible. Voilà. Et donc si vous souhaitez creuser un peu plus le Postgre, puisque comme je l'ai dit, hein, c'est quand même assez courant qu'on ait ça comme cible,
il y a un bon article d'une hackeuse australienne, qui sera donc la hackeuse de la semaine, Anna Suarez. Donc un article orienté Purple Team, hein, donc qui mélange l'attaque et la défense, rouge et bleu ça donne violet, avec pas mal de petites astuces intéressantes, que ce soit pour l'attaque ou la défense. Alors, maintenant qu'on a un compte utilisateur, déjà je pense qu'on a le flag user là. Je vais aller vérifier ça, il est là, cat user, on va plutôt faire un -c4. Voilà, donc ça c'est fait. Deuxième étape, devenir root sur la machine. Donc là en termes d'énumération il n'y a pas besoin d'aller très loin puisque dans le répertoire home de Clave, on a un exécutable. Du coup l'idée c'est, on va regarder ce que c'est cet exécutable. Je le récupère, on va le faire en bas à droite. SCP Clave. Donc SCP pour Secure Copy, hein. Je pense qu'on l'a fait plein de fois, vous connaissez. Point, donc je le copie de la cible vers ma machine attaquante avec le mot de passe de Clave qui est là. Voilà. Donc première étape, regardez avec un file si c'est bien un exécutable Windows, et c'est en effet un exécutable Windows 32 bits. Parfait, donc première étape, on va faire un peu de Ghidra, comme on l'a fait déjà dans des précédentes vidéos de Hacksize, mais il faut déjà que j'aille dans le bon répertoire. Je vais y aller en bas à gauche. Tac, outil, Ghidra, voilà c'est là, / Ghidra run, bim. On le laisse tranquillement démarrer. Did you know? Alors, je vais faire un nouveau projet qu'on va appeler BitLab. On va importer un fichier qui est donc le remote connection.exe qu'on a récupéré sur la cible. Ok. On laisse l'animal mythique ingurgiter ce fichier. Et on ouvre le Defo Tools, l'outil par défaut de Ghidra pour nous afficher le code assembleur et voir ce qu'on peut récupérer comme code C. Ça rame, ma machine est fatiguée. Je la fais trop travailler peut-être. Ça n'a pas été analysé, bah alors analyse. On voit en bas à droite que ça mouline et ça analyse. Donc pendant que ça analyse, on va dans Window, donc fenêtre, Define String, donc les chaînes de caractères définies. Et tout de suite, il y en a une qui saute aux yeux, c'est Clave. On voit que il y a Clave qui est en dur dans l'application. Et quand je clique sur Clave, ça m'a automatiquement envoyé à l'endroit du code où Clave apparaît. On voit que c'est juste avant une autre chaîne qui est petit.exe. Donc ça sent l'exécutable qui va se connecter en petit avec les credentials de Clave enregistrés en dur dedans. Donc pour vérifier ça, ce qu'on peut faire c'est donc le Clave là, on va faire clic droit et on va aller dans show référence to this address.
donc tout ça quoi. Donc on a un CMP, quand je clique sur le CMP ça m'envoie directement dans le code où il y a le CMP, c'est là. Alors c'est peut-être plus parlant si je passe du code qu'on appelle ça assembleur au code reconstitué. Donc pour ça il faut cliquer sur je ne sais plus. Comment on fait déjà pour choper le code originel? Allez, je vais faire une petite pause de temps de retrouver ça. Ah oui, du coup effectivement c'était CTRL E, le bouton il est là, sinon si vous préférez les boutons, display décompiler, CTRL E, et donc à droite il m'a décompilé le code pour mettre du C, c'est un peu plus parlant. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans ce code, c'est, si on remonte un peu, on voit que le getUsername va permettre d'enrichir cette variable, qu'on peut renommer en username. Et on voit que ce username est rempli automatiquement donc, et qu'après il y a un shell execute qui va lancer donc petit avec lp parameters. Donc les paramètres de connexion vont être présents dans ce paramètre. Donc meilleure solution, enfin la solution la plus simple je trouve, c'est de faire du debug à chaud pour que ce soit rempli par l'application, le paramètre, et qu'on puisse voir en clair le mot de passe. Donc pour cela on sort l'AVM Windows, on sort l'outil qui s'appelle x64dbg, qui est donc un debugger binaire de binaire Windows open source. Je crois qu'on l'a pas encore utilisé. Non, je crois pas qu'on l'a encore utilisé sur Arcsize. Et comme c'est un 32 bits, je vais prendre le X32. Voilà, c'est même en français, c'est pas énorme. Ouvrir. On ouvre donc le remoteconnection.exe. Et une fois qu'on a ouvert, on va aller dans clic droit, rechercher. Alors c'est vrai que du coup comme ça en français c'est perturbant. Rechercher dans tous les modules référence à des chaînes de caractères. Donc on retrouve le fameux clave ici. On a le petit aussi qui traîne un peu en dessous. Donc je double-clique sur clave pour aller automatiquement dans le code où il est cité. Il est là, et d'ailleurs on tombe donc direct sur le shell execute. Et un peu plus haut on doit avoir la récupération du username. Donc il va y avoir une petite modif à faire, puisque il y a un check qui est fait sur l'utilisateur. Donc en fait il va récupérer l'utilisateur courant de ma machine qui n'est pas clave, et du coup il va se barrer. Enfin il va se barrer, il va pas exécuter la connexion. Donc il faut que je change ça pour que il exécute la connexion même si mon utilisateur courant n'est pas clave. Donc pour cela je double-clique sur le JNE, hein, ce saut qui fait donc jump si not equal, et je fais clic droit, modifier, alors comment ça se dit en français, assembler, voilà, et je remplace JNE par JE pour jump if equal, je fais l'inverse quoi, ok, et du coup là il va, donc même si mon utilisateur courant n'est pas clave, il va bien aller sur le shell execute W,
et je fais un F2 pour mettre un breakpoint à cet endroit-là. Donc je vais lancer l'exécution de ce remote connection.exe en appuyant sur F9. Et si tout se passe bien, donc il y a un premier, il s'arrête une première fois à l'entrée into programme, entry point quoi. Donc ça on s'en fout, F9 pour continuer, et là il s'arrête sur le shell execute W, et on voit à droite, ou dans les commentaires d'ailleurs, le fameux mot de passe, donc il se connecte en route sur la machine avec ce mot de passe là. Donc je crois que si je viens ici, je fais clic droit à copier, je vais le copier dans un mousepad par exemple, parce que je sais pas si je peux le copier directement là. Ouais, voilà, ça marche pas. Ah là là, la copier-coller entre VM c'est pas toujours très joyeux. Donc je vais me lancer si ça veut bien répondre. Allô allô, ça veut pas. Bon, on va le faire comme ça. Un mousepad c'est mieux. Et si je colle là-dedans, c'est mieux. Alors, c'est un petit peu... voilà, ça répond 3 ans après. C'est un petit peu sioux, c'est-à-dire, donc on a un premier... J'enlève tout ça, ça on s'en fout. Donc on a un premier double quote avant-après. Et après, on a donc l'argument root.password. Et on a encore 2 double quotes avec un backslash devant pour ne pas l'interpréter, pour que le paramètre passe comme il faut. Donc le mot de passe, c'est vraiment uniquement ça normalement. Et ben il me reste plus qu'à tenter de me connecter avec ce mot de passe en route, et apparemment comme il se connecte en route en SSH, c'est autorisé sur le serveur. Donc testons SSH route at 10 114. Et je colle le mot de passe qu'on vient de trouver, et ça passe. On est devenu root sur la machine, et on peut donc afficher le flag. Et c'est gagné. Voilà pour cette machine. Donc si on se place d'un côté Blue Team défenseuse, il y a donc la première problématique, c'est le fait que Clave a mis du code JavaScript obfusqué pour cacher son mot de passe. Donc ça c'était une idée clairement foireuse à ne pas faire. Il faut taper son mot de passe soi-même, c'est plus propre. La deuxième chose, c'est donc de bien faire attention quand vous pensez la sécurité et tout ce qui est découpage en zone de confiance et tout ce qui est analyse de risque. C'est que donc quand un compte développeur est compromis, il peut exécuter du code sur des serveurs s'il a des droits de développeur sur GitLab. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Le troisième erreur, c'est d'avoir mis un snippet avec des informations sensibles dedans. Donc à éviter, ne pas laisser traîner des logins mots de passe sur GitLab. Et enfin, dernière erreur, ça ressemble un peu à la première, c'est-à-dire que Clave a mis en dur dans son applicatif exécutable les credentials, donc les authentifiants pour se connecter en route sur le serveur. Et donc très mauvaise idée comme on l'a vu, puisque on a ainsi pu récupérer le mot de passe route. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire tout ce que vous voulez, et à la semaine prochaine pour faire un peu de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.